Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des dark pools. C'est un nom un petit peu mystérieux et justement on va essayer de démystifier cette plateforme parce que j'aime bien de temps en temps soulever un petit peu le voile de la finance et des marchés pour vous expliquer ce qui se passe derrière ce que vous connaissez habituellement et notamment les produits utilisés par les professionnels. Alors c'est vrai que le nom fait un peu peur, vous pouvez aussi appeler ça des ATS, c'est-à-dire des Alternative Trading Systems. Mais avant de parler de ces marchés alternatifs, on doit parler des marchés normaux, des marchés classiques. Et sur les actions, un marché normal ressemble à ça. Donc ici, c'est le carnet d'ordre d'LVMH, donc nous sommes sur Euronext. À gauche, nous avons les acheteurs, à droite, nous avons les vendeurs, et les ordres sont classés par prix. Donc les acheteurs, ceux qui offrent un prix le plus intéressant sont en haut. Pareil pour les vendeurs qui offrent un prix le plus intéressant. Le prix le plus intéressant est aussi en haut. Donc on a sur les deux lignes du haut les meilleurs acheteurs et les meilleurs vendeurs. Et pour un particulier, ce genre de marché ne pose pas de problème parce que si on veut acheter ou vendre pour 5 000 € d'actions LVMH, on peut avoir une liquidité immédiate, soit en achetant à 654,60, soit en vendant à 654,40. On s'aperçoit que la fourchette entre le meilleur acheteur et le meilleur vendeur est assez resserré. Il n'y a que 20 cents sur les dos, sur un prix à 600 €, ce qui est normal puisque LVMH, c'est une des actions les plus liquides de la bourse de Paris. Si maintenant l'investisseur veut un meilleur prix et est prêt à accepter de ne pas être exécuté, il va mettre un ordre à prix limité et il peut mettre un prix d'achat soit au même niveau que les meilleurs acheteurs ou plus bas et pareil à la vente. Mais pour les professionnels, la liquidité, c'est capital et l'action peut ne paraître pas aussi liquide qu'elle l'est pour les particuliers. Parce qu'une des choses qui est très importante quand on est gérant, ou plus encore quand on est trader court terme, c'est de limiter ce qu'on appelle le slippage, c'est-à-dire la différence entre le prix au moment où on prend la décision et le prix d'exécution. Et par exemple, si je veux acheter pour 1,3 million € de LVMH, soit 2000 titres, je vais peut-être finir d'exécuter mon ordre avec un prix moyen de 655,2, soit un slippage de 0,11%, 11 bips. Et pour un gérant long terme, déjà ça commence à faire cher. Pour un particulier, il peut penser que ce n'est pas très cher, mais pour un gérant long terme, ça commence à faire cher. Mais pour un gérant de hedge fund qui va faire du trading algorithmique avec un portefeuille de 500 millions $ avec un énorme turnover, le slippage, c'est ce qui va faire la différence entre une stratégie gagnante et une stratégie perdante. Alors les premiers dark pools datent des années 80, mais ils ont explosé dans les années 2000. Et à cette époque, dans la salle des marchés où j'étais, il y avait plusieurs desks. Il y avait un desk event-driven, donc c'est ce que je faisais moi, il y avait aussi des traders options, il y avait du basket trading, il y avait de l'arbitrage statistique, etc., etc. Et sur un titre comme LVMH, pour regarder notre exemple, dans une grande banque ou dans un gros hedge fund, vous avez des ordres sur ce titre-là en permanence. Vous avez un trader option qui peut hedger son delta sur LVMH, vous allez avoir le desk de basket trading qui arbitrait les futurs CAC 40 contre les 40 composants de l'indice qui va aussi traiter du LVMH, vous allez avoir un desk qui par exemple couvre les ETF qui va aussi avoir des ordres sur LVMH, les traders qui font du trading algorithmique vont aussi avoir en permanence des ordres sur LVMH dans le marché, etc., etc. Donc ce que faisaient beaucoup de banques, c'est qu'elles internalisaient les trades, elles essayaient de les matcher. Donc en fait, s'il y avait à la fois des trades d'achat qui arrivaient du desk option, des trades de vente, du basket trading, etc., etc., si les quantités correspondaient, alors les trades étaient matchés, ils étaient exécutés au prix de milieu de fourchette. Donc si je reprends notre exemple initial sur LVMH, ici à 654,5, avant d'envoyer le reste des ordres sur le marché. Et en fin de journée, on se rendait compte que 30 ou 40% des ordres avaient été matchés en interne, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même jamais allés sur le marché. Alors on le voit, ça a beaucoup d'avantages. On a des trades qui sont exécutés plus rapidement, on a des trades qui sont exécutés à un meilleur prix, on ne paye pas les frais de transaction sur Euronext, NYSE ou Nasdaq. Le règlement livraison des titres va être bien simplifié puisque c'est uniquement le titre va passer d'un portefeuille à l'autre au sein de la même banque, il ne va pas y avoir le système de compensation habituel, etc., etc. Et suite à ça, de nombreuses banques ont donc créé leur propre marché internalisé, seuls ou à plusieurs. Il y en a certains qui se sont regroupés à plusieurs banques, et c'était le cas de là où je travaillais, qui a fait partie ensuite du dark pool turquoise, et ils en ont fait aussi profiter leurs clients. Et c'est ça qu'on appelle maintenant les dark pools. Et c'est loin d'être anecdotique, car on a environ 30% des échanges américains qui se produisent sur ces dark pools. Il y en a beaucoup moins en Europe. Donc si on devait définir les dark pools, ce sont en fait des marchés privés
sur lesquels les ordres ne sont pas montrés. Il n'y a pas de carnet d'ordre comme on l'a vu au début, et ils servent principalement aux institutionnels pour passer de gros ordres, en fait pour que des blocs se matchent entre eux à un prix qui est en général au milieu de la fourchette entre le meilleur acheteur et le meilleur vendeur. Si on prend l'exemple d'un gérant de fonds qui veut passer sa position en LVMH de 5% de son portefeuille à 4% de son portefeuille, ça peut paraître une petite décision d'allocation, mais ça va concrètement lui faire vendre des millions d'euros de LVMH. Donc pour ne pas impacter le marché, il va d'abord envoyer son ordre sur un dark pool, au cas où un autre institutionnel ait un ordre un peu similaire, en sens inverse, et s'il n'est pas exécuté, ou seulement partiellement, alors le reste va aller sur les marchés traditionnels. Mais en fait, la plupart du temps, ce n'est pas le client qui prend la décision, mais son broker. Le gérant, lui, il va juste demander à son broker, par exemple à Crédit Suisse, de vendre pour 10 millions d'euros de LVMH, et c'est Crédit Suisse ensuite qui va décider comment le traiter, et très souvent, il sera d'abord envoyé sur le dark pool de Crédit Suisse. Les avantages, vous les avez compris, on a la discrétion, on a moins d'impact sur le marché, donc un meilleur prix d'exécution, on a moins de frais de transaction. On a aussi souvent moins de front-running de la part des traders de haute fréquence. Ça, on peut poser la question si c'est réel ou non, mais c'est quand même très souvent vrai. Et la plupart des transactions sont exécutées donc à un prix qui est très bon, puisque c'est un prix qui va être proche du mid, c'est-à-dire entre le meilleur prix de vente et le meilleur prix d'achat. Alors bien sûr, quand on parle de discrétion, ça veut dire aussi qu'on a l'inconvénient qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a un manque de transparence. C'est difficile de savoir exactement comment sont exécutés les ordres, comment sont traités les différents ordres. Un point aussi qui est toujours en discussion, c'est de savoir à quel point les traders haute fréquence interviennent. Et d'ailleurs, Barclays a dû payer une amende parce qu'ils auraient trompé les investisseurs en affirmant que les investisseurs seraient protégés des traders à haute fréquence, ce qui n'était pas le cas. Crédit Suisse, eux, se sont fait condamner parce qu'ils envoyaient presque tous leurs ordres clients sur leur dark pool. Donc là où ils avaient une obligation de ce qu'on appelle best execution, le broker a l'obligation de faire la meilleure exécution possible sur le marché, et certaines fois ils allaient privilégier le dark pools plutôt que les marchés externes, même si l'exécution était meilleure sur les marchés externes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 9 gérants d'actifs, dont des énormes comme Fidelity, BlackRock et State Street, qui ont créé leur propre dark pool, Luminex, pour éviter l'opacité des dark pools des banques. Alors bien sûr, c'est facile de taper sur les dark pools, de dire que c'est la finance de l'ombre, que c'est là où il y a beaucoup de magouilles qui se passent, etc. Effectivement, c'est vrai, les ordres sont cachés, c'est vrai, on a du mal à savoir comment se passent exactement les exécutions. Mais finalement, c'est pas si différent de marchés comme le forex ou les obligations qui sont aussi très opaques. Et puis, il y a quand même de la régulation sur ces marchés. Les transactions sont diffusées en temps réel, donc on a peu d'informations, pas d'informations avant que le trade se passe, mais une fois qu'il est passé, le trade est diffusé, sauf vraiment quand les blocs sont trop gros. Dans ce cas-là, les données sont diffusées un peu plus tard. Et en Europe, il existe la règle du double cap, c'est-à-dire qu'un dark pool ne peut pas concentrer plus de 4% des volumes sur une action donnée, et seuls 8% de l'ensemble des volumes traités sur un instrument peuvent l'être par des dark pools. Donc oui, on peut critiquer les dark pools, mais les marchés traditionnels ne sont pas tout blancs. Parce que les marchés traditionnels, que ce soit le NYSE, le Nasdaq, Euronext, ils gagnent de plus en plus d'argent en vendant des données et en vendant de la colocation. Et la colocation, je vous le rappelle, c'est le fait de louer des serveurs informatiques à proximité des propres serveurs des bourses pour que les hedge funds et les banques passent leurs ordres plus rapidement. Et ces deux approches, elles distordent le marché puisque tout le monde n'a pas la même information, puisqu'ils vendent de l'information, typiquement au hedge fund, ni le même accès au marché à cause de la colocation. Donc si une place de marché comme Euronext ou le Nasdaq gagne plus d'argent en vendant de l'information de la colocation à des hedge funds plutôt qu'au travers des frais de transaction, alors on peut avoir de vrais conflits d'intérêts et ils peuvent prendre des décisions qui vont plutôt profiter aux hedge funds, plutôt profiter aux traders haute fréquence qu'aux investisseurs typiquement particuliers qui vont utiliser leur bourse. Et à l'inverse, certains dark pools vont mettre des barrières aux traders haute fréquence. On a par exemple Turquoise qui va laisser au hasard le timing d'une transaction dans une fourchette de quelques secondes. Bien sûr, ils ne vont pas retarder trop les trades pour éviter les manipulations de marché. Et un peu dans le même genre, on a IEX qui va mettre ce qu'ils appellent des speed bumps pour ralentir certaines transactions pour qu'elles arrivent sur tous les marchés vraiment au même moment et qu'il ne puisse pas y avoir de front-running de la part des traders haute fréquence. Alors, je ne vais pas m'étaler sur tous ces détails ici. Si ça vous intéresse, je vous conseille ma vidéo qui s'appelait Les robots ont-ils pris le pouvoir en bourse, ainsi que le livre Flash Boys de Michael Lewis qui explique tout ça.
Alors moi j'ai remarqué qu'en finance, à chaque fois qu'on parle d'outils comme ça un petit peu opaques qui sont utilisés par les professionnels, tout le monde a tendance à faire le raccourci, à se dire que finalement c'est les particuliers qui vont être impactés négativement et qui vont payer les pots cassés. Mais je pense pas du tout que ce soit le cas pour les dark pools, en tout cas dans la situation actuelle. Je trouve ça plutôt intéressant que les institutionnels puissent se partager d'énormes blocs à côté sur des marchés parallèles. Je pense pas du tout que ça a un impact négatif au niveau des particuliers, sachant que c'est extrêmement limité, on l'a vu en Europe, puisqu'ils sont limités à 8% des transactions par titre, et même aux États-Unis, ça ne reste entre guillemets qu'à 20-30% des volumes. Donc je ne pense pas que les particuliers soient vraiment négativement impactés, et si je devais être inquiet, comme je l'ai dit, ce serait plutôt sur le business model des places de marché traditionnelles, parce qu'à partir du moment où elles commencent à gagner plus d'argent en vendant de l'information privilégiée au hedge fund ou en vendant des places de colocation toujours à ces mêmes hedge funds, ça veut dire que nous, en tant que particuliers, on va avoir des ordres qui vont arriver peut-être plus lentement que ces hedge funds sur le marché. On va avoir l'information qui s'affiche, qui aura un petit délai par rapport à l'information qu'obtient un hedge fund, et ça, je pense que c'est vraiment dommageable. Voilà, merci encore de suivre toutes ces vidéos. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. S'il y a des professionnels, je sais qu'il y en a qui sont dans le trading haute fréquence, qui sont dans ces hedge funds et qui veulent laisser un petit mot pour expliquer un peu mieux comment ça se passe de leur côté, faites-le s'il vous plaît. C'est toujours sympa pour nous d'avoir cette information-là. Et je sais qu'il y a pas mal d'ex-collègues qui sont dans ces domaines-là, donc n'hésitez pas. Merci encore pour votre fidélité et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.